La réalisation d'une étude d'opportunité. Il faut savoir que tout projet nécessite un investissement qui est plus ou moins important. Avant de se lancer, comme on dit, tête baissée dans l'organisation et le pilotage du projet, le sponsor va devoir être rassuré sur la rentabilité de son investissement. Cette rentabilité ne sera pas nécessairement financière. Elle peut se placer à différents niveaux, comme par exemple une amélioration de la capacité de production ou un gain de notoriété. C'est ce gain potentiel que l'étude d'opportunité s'attachera à révéler. En clair, le projet, est-ce qu'il a réellement une bonne raison d'être? C'est ça la question qu'on se pose. L'étude d'opportunité, c'est un document qui est formalisé, mais pas nécessairement long. Cependant, il permettra aux décideurs d'engager des ressources dans le projet. En cela, elle se situe au tout début du cycle du projet. Pour aborder l'étude d'opportunité, il conviendra de prendre en considération le contexte de la demande. Le chef de projet va s'attacher à identifier l'origine du besoin. En effet, la connaissance et le sérieux de ce besoin initial permettront de légitimer le projet et de lui donner un sens. Le besoin peut être d'origine diverse. Le besoin, par exemple, peut être revendiqué par les utilisateurs ou les clients. Il s'agira généralement d'améliorer un produit ou un service en tenant compte des attentes exprimées. Je vais partir sur donc un exemple. Je précise que ce soit entreprise ou nom de personne, ce sont des personnes que je ne connais pas. Si ça existe, c'est un hasard. Donc, pour donner suite alors là, je vais parler contexte. Pour donner suite à de nombreux retours utilisateurs concernant certaines fonctionnalités d'une application mobile qui ne semble pas efficace, la société éditrice de l'application a décidé de réaliser une refonte qui est importante. Le projet de refonte devra largement impliquer les utilisateurs afin d'identifier les freins et difficultés rencontrées pour proposer une nouvelle version qui est mieux acceptée. Le besoin est formulé par les décideurs. Ce sera notamment le cas pour la modernisation d'une chaîne de fabrication, la digitalisation des services internes de l'organisation, la mise en place de nouvelles procédures, etc., etc., etc. Donc là, dans l'exemple, comme je l'ai dit, il se peut que ça existe, mais ça serait un hasard. Donc nous, c'est l'agence digitale JJTix. La direction a décidé d'améliorer la saisie des feuilles de temps de tous ses salariés afin de pouvoir effectuer un meilleur suivi de temps passé sur les projets. Le projet mettre en place un nouveau système informatique contraignant chaque collaborateur à compléter quotidiennement ses feuilles de temps. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas accéder à son agenda. Le besoin est suscité par l'environnement, par exemple, lorsqu'il s'agit de résister à une concurrence nouvelle ou plus forte, s'adapter à une nouvelle réglementation, répondre à une situation de crise. Donc dans notre exemple, depuis le 25 mai 2018, le règlement sur la protection des données personnelles, dit également RGPD, est entré en vigueur. De nombreuses entreprises ont dû modifier leur site internet pour respecter la nouvelle réglementation, donnant ainsi naissance à de multiples projets de mise en conformité qui sont plus ou moins importants selon la nature de l'utilisation des données collectées auprès des utilisateurs. Le besoin peut également être spontané. Par exemple, lorsqu'il s'agit de matérialiser une idée nouvelle et de la soumettre à la réalité du marché ou d'un usage à créer. Donc là, dans notre nouvel exemple, c'est totalement fictif, hein, je ne connais pas de société s'appelée comme ça. Donc la société Belle Nouille veut proposer de nouveaux formats de pâtes alimentaires sans gluten réalisés à partir de sarrasin, de pois et de lentilles. Donc elle va devoir mener plusieurs projets, l'élaboration des recettes, la mise en place de l'industrialisation, la création de la marque, bien sûr,
la construction d'un écosystème qui est digital, etc., etc., etc. L'origine du besoin sera la conséquence d'ouverture de votre étude d'opportunité. Il s'agira de définir et formuler l'origine de la demande. À ce stade du document, ce ne sera qu'un postulat, comme on dit, qui ne valide pas le bien fondé du projet. Mais, cependant, il permet d'en éclairer le contexte. Les justifications factuelles viendront, ou pas d'ailleurs, des éléments décrits dans la suite de l'étude d'opportunité. Donc maintenant, il faut se poser la question sur le projet interne ou externalisé. C'est d'autres éléments à prendre en compte. Le projet a-t-il une origine interne ou externe? C'est une question qui est importante. Cette information est vraiment essentielle, comme je viens de le dire, pour le chef de projet, quelle que soit sa position dans l'organisation du projet. Si le projet est interne, il sera réalisé entièrement au sein de l'organisation. Le pilote du projet aura à sa main beaucoup de leviers activables pour le mettre et le mener à bien. En effet, il est probable que la réponse à une demande autorise une plus grande marge de manœuvre parce qu'elle est interne, notamment sur l'affectation des ressources ou la modification des objectifs, de coûts, qualité et délais en cours de projet. En contrepartie, sa responsabilité dans la réussite du projet sera bien sûr bien plus importante. En revanche, si le projet est externe, c'est-à-dire initié dans l'organisation, mais réalisé par un tiers, le chef de projet aura naturellement moins de maîtrise sur les ressources et les actions qui sont quotidiennes, nécessaires à son bon déroulement. Les responsabilités seront alors réparties entre commanditaires et prestataires. Le commanditaire devra assumer son rôle d'arbitrage en endossant la responsabilité des choix stratégiques effectués au cours du projet. Le chef de projet sera moins impacté par la réussite ou l'échec du projet. En retour, son implication dans la communication et la réalisation d'un reporting dit efficace seront décuplées. Ainsi, si l'organisation interne ou externe dans une relation commanditaire-prestataire est connue au moment de l'initialisation du projet, elle devra être précisée dans l'étude d'opportunité. Elle sera détaillée dans la note de cadrage qui sera réalisée ensuite dans le cycle du projet. Le chef de projet peut être impliqué dans une organisation dite hybride. Par exemple, lorsque le projet est initié par un service de l'entreprise et réalisé par un autre. L'organisation quotidienne du projet sera alors proche d'une relation commanditaire-prestataire, avec le pouvoir de décision largement endossé par l'entité qui est émettrice du besoin. Maintenant, on va parler SMART, car il faut définir les objectifs à atteindre, donc être SMART. Tout projet vise à atteindre des objectifs qui lui sont propres. Il est particulièrement important de formaliser ces objectifs dans l'étude d'opportunité, puisqu'ils sont les premiers éléments de promesse permettant de valider la pertinence ou non du projet. Le contexte du besoin ayant été décrit, on peut donc préciser les objectifs. Pour rappel, dans un projet, on identifie deux types d'objectifs. Les objectifs qui sont opérationnels, qui sont ceux du chef de projet et qui correspondent au fait de mener le projet à bien en réalisant ce qui est prévu, axe qualité par exemple, dans le calendrier convenu, donc axe délai, et sans dépasser le budget alloué, axe coût. Le pilotage du projet a pour but de respecter ces objectifs opérationnels. Les objectifs qui sont stratégiques, quant à eux, sont ceux qui nous concernent ici, et il s'agit de définir quels sont les objectifs que le résultat du projet devra satisfaire. Ce sont ces objectifs qui visent les décideurs.
lorsqu'ils choisissent d'investir dans un projet dans la mesure où ils leur permettent un retour sur investissement qui est quantifiable. Les objectifs ne peuvent pas rester vagues. On doit pouvoir les comprendre et évaluer facilement. S'ils sont atteints, c'est pour cela que la manière de les rédiger est vraiment très importante. Par contre, il ne faut pas confondre les objectifs stratégiques et les moyens de les atteindre. Par exemple, la réalisation d'un site web, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Si la société, donc on peut l'appeler par exemple Tartampion, décide de lancer un site web, ce n'est pas une fin en soi. Elle le fait pour se faire connaître, pour vendre ses produits, pour améliorer la communication qui est directe avec ses clients, ou pour des dizaines, des centaines d'autres raisons. Vous voyez, selon l'objectif réel de monsieur, madame Tartampion, là par exemple on va dire madame Tartampion, la dirigeante de l'entreprise, le site sera réalisé à l'issue du projet, pourra être conçu de façon très spécifique et proposer des fonctionnalités très différentes. Il est donc vraiment essentiel de connaître les objectifs dès l'initialisation du projet. On va voir à présent comment formuler un bon objectif. KISS, c'est un mot d'ordre. Ça signifie bisou en anglais, mais aussi un bon moyen de se rappeler de la première règle. Keep it simple and specific. Restez simple et spécifique. On peut aussi retenir Keep it simple stupid, que l'on rencontre parfois dans la formulation des objectifs. Ne délayez pas. Ce n'est pas le moment de démontrer vos talents d'écrivain. Allez droit au but et évitez les mots compliqués, propres à votre métier et que votre commanditaire pourrait ne pas comprendre. Ou si vous les mettez, expliquez-les. Par exemple, si vous parlez de persona, expliquez ce qu'est un persona. J'ai déjà eu affaire à des clients, quand je leur donnais un mot, il fallait que je le répète dans chaque document, car d'un document à l'autre, ils pouvaient l'oublier. Il faut savoir que quand on définit un objectif, on doit pouvoir le comprendre immédiatement. Pour reprendre mon exemple de persona, quand j'écrivais persona dans un document, j'expliquais un persona, c'est le client qu'on veut cibler. Il existe 3 types de persona, persona primaire, secondaire, négatif. Persona primaire, c'est celui qu'on veut impérativement. Secondaire, c'est celui qui est important, mais on peut le cibler dans un second temps. Négatif, il aura un impact négatif ou ne nous intéresse pas. Je simplifie bien sûr. Là, ici, on doit comprendre. Donc, le mieux, c'est de répéter parfois dans tous les documents si on est obligé de mettre le terme technique. On va reprendre l'exemple donc de Madame Tartampion et de sa société, donc c'est fictif bien sûr. Elle vient d'inventer une pâte à mâcher dont le goût dure plus de 2 heures. Elle souhaite donc faire connaître son produit, la palette des saveurs proposée et vendre donc de ce fait ses chewing-gums fragilifiés en ligne. Si on doit l'aider à formuler ses objectifs, on pourrait écrire quoi? Faire connaître les chewing-gums Tartampion au moins de 50 ans. Vendre en ligne les chewing-gums Tartampion. C'est simple, c'est spécifique. On fait connaître au moins de 50 ans qui représente 94% des consommateurs et on vend en ligne. Cependant, malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Il faut pouvoir prendre la température. On peut définir n'importe quel objectif, mais il faut savoir que ça ne sert à rien si on ne peut pas le mesurer quand il est atteint. On peut décider de courir par exemple 10 km, 20 km, 60. Ce ne sera pas exactement la même chose, ni le même effort, si on court en 50 minutes ou en 2 heures, etc. Tous les objectifs qu'on formule seront donc mesurables, simples, spécifiques. Donc, il faut qu'ils soient, pour mémoire, simples, spécifiques, mesurables. Ce sont 3 mots d'ordre. On va donc donner un peu plus de mesures dans notre exemple. Aux objectifs pour les chewing-gums Tartampion. 80% des consommateurs français de moins de 50 ans citeront spontanément
Tartampion lorsqu'on leur demandera quel chewing-gum a un goût qui dure 2 heures. Le site Tartampion générera 200 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires en vente de boîtes de chewing-gum. On est toujours simple, on est un peu plus spécifique, mais surtout on a indiqué un moyen clair de mesurer l'atteinte de nos objectifs. Le pourcentage de notoriété spontanée auprès des Français et le chiffre d'affaires de vente en ligne. Quel est l'avantage des critères mesurables? L'avantage d'indiquer un critère qui est mesurable dans la formulation des objectifs, c'est qu'on définit automatiquement l'indicateur de performance qui sera associé dans notre exemple. Si on veut vérifier la notoriété de la marque Tartampion, on propose de se baser sur le taux de notoriété qui est spontané. Pour l'objectif de vente en ligne, le chiffre d'affaires réalisé sur le site est également un indicateur. AAA, comme les piles. Un objectif clair et mesurable, c'est déjà bien. On peut encore l'améliorer. On compte 3 A pour cela. A comme ambitieux. Si l'objectif est trop simple à atteindre, il risque vite d'être ennuyeux. Un objectif ambitieux soutient la motivation. A comme atteignable. Le défi, c'est bien, mais il faut rester raisonnable tout de même. L'objectif doit être à la portée du projet. A comme acceptable. C'est un élément qui est essentiel, donc notez-le bien. Non seulement les objectifs qu'on définit doivent être acceptés par l'initiateur du projet, il va valider son engagement, mais ce sera encore mieux si l'équipe chargée de la réalisation souscrit aux objectifs qui sont formulés. Donc par exemple, pour nos chewing-gums, Tartampion, on garde le même exemple d'entreprise fictive. Nous sommes peut-être un petit peu emballés pour être conformes avec les 3 A. Restons ambitieux, mais on va veiller à garder nos objectifs atteignables tout de même. 20% des consommateurs français de moins de 50 ans citeront spontanément Tartampion lorsqu'on leur demandera quel chewing-gum a un goût qui dure 2 heures. Le site Tartampion générera 50 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires en vente de boîtes de chewing-gum. Afin qu'il soit validé, il faudra bien entendu que Madame Tartampion, pour qui nous formalisons et formulons ses besoins et ses objectifs, les valide. Si elle ne les valide pas, cela ne marche pas. De même, l'équipe en charge de la réalisation du projet devra considérer ces objectifs comme étant acceptables. On va donc veiller à formuler des objectifs ambitieux, mais atteignables et acceptables pour tous. Attention, il faut tout de même pouvoir y croire, tout en restant réaliste. Les objectifs du projet devront rester cohérents avec le principe de réalité. On peut assurer que les compétences, les moyens, les ressources mises à disposition du projet et donc son ampleur restent crédibles pour atteindre ces objectifs. On va donc être attentif à ce que les objectifs définis soient réalistes dans le contexte. Donc, on va rester sur un exemple, toujours. Pour le projet de site de chewing-gum Tartampion, les objectifs qu'on a commencé à définir ne seront réalistes que si on déploie une stratégie de communication qui est plus globale. Le site à lui seul ne saurait relever le défi du chiffre d'affaires, ni le taux de notoriété spontané qui est indiqué, simplement par son existence. Si aucune action de communication complémentaire, comme par exemple de l'achat de mots-clés ou l'utilisation de réseaux sociaux, n'est envisagée pour diriger les internautes sur le site, alors il est peu probable que nos objectifs restent réalistes. De même, il faudra s'assurer que les ressources qui sont mobilisées pour mener à bien le projet disposent des compétences nécessaires pour le réaliser dans les règles de l'art, que les développeurs maîtrisent une solution, par exemple le e-commerce, etc. Ces types d'éléments contribuent à rendre vos objectifs réalistes
dans le contexte du projet. Donc, sans échéance, point de salut. Le projet, par définition, c'est éphémère. Un jour, il commence, le jour d'après, il prend fin. Il en va de même pour les objectifs. On doit indiquer à quel moment on souhaite relever les compteurs. Tout objectif qu'on définit devra s'inscrire dans le temps. Le principe de réalisme précédent s'applique ici aussi. On ne doit pas s'attendre à atteindre les objectifs stratégiques dès le lancement du site. Ce n'est pas possible et ce n'est pas réalisable ni réaliste. Cette notion de temps qu'on ajoute aux objectifs pourra ainsi influencer le planning même de notre projet et parfois impliquer des choix spécifiques dans l'organisation. Tous les objectifs seront donc temporellement définis. On va donc finir avec l'exemple de Madame Tartampion. Donc, on a les objectifs pour Madame Tartampion et on y injecte une dose de temporalité. 6 mois après le lancement de la communication digitale, 20% des consommateurs français de moins de 50 ans citeront spontanément Tartampion lorsqu'on lui demandera quel chewing-gum a un goût qui dure 2 heures. Le site Tartampion générera 50 000 € hors taxe de chiffre d'affaires par semestre en vente de boîtes de chewing-gum. On note que selon la nature des objectifs qu'on détermine, on peut indiquer soit des échéances, à quel moment l'objectif doit être atteint ou devrait être atteint. C'est le cas, par exemple, ici, pour l'objectif de notoriété, ou des récurrences, avec quelle régularité on souhaite vérifier l'atteinte de l'objectif. Et si c'est le cas, donc dans notre exemple avec l'objectif de chiffre d'affaires, mais qui pourrait aussi s'appliquer à un nombre de visiteurs mensuels, par exemple. Pour conclure, il faut rester smart surtout. Chaque objectif que vous formulez devra donc répondre à ces critères. Simple et spécifique. S. Mesurable. M. Ambitieux, atteignable et acceptable. A. Réaliste, dans le contexte du projet. R. Temporellement défini. T. On utilise souvent l'acronyme SMART pour ne rien oublier de ses caractéristiques. Il faut se rappeler, chaque objectif de votre projet doit être SMART. On ne peut pas faire un patchwork. Aussi joli soit-il, c'est inconcevable. Faire un patchwork, même s'il est joli, avec quelques objectifs mesurables, d'autres qui sont temporellement définis, d'autres encore spécifiques, etc., c'est pas possible. De même, chaque objectif est porteur dans sa formulation, même d'un indicateur de performance, ou KPI, pour Key, Performance Indicator. C'est pour cela qu'il est mesurable. Il faut préciser le contexte du système d'information. Dans une organisation, le système d'information, SI, peut renvoyer à plusieurs réalités. Le système d'information désigne la manière dont l'information, quelle que soit la nature, est produite, stockée et sécurisée au sein de l'entreprise. C'est aujourd'hui fondamental. L'information est elle-même, et en elle-même d'ailleurs, ayant une valeur stratégique ou financière propre. Il peut imposer des formats qui sont spécifiques de documents ou de logiciels particuliers qui sont dédiés à chaque usage. Dans cet aspect, il implique aussi les collaborateurs amenés à générer de l'information au sein de l'organisation. Ça désigne également comment l'information va circuler au sein de l'entreprise. Ça se traduit par des processus spécifiques mis en place au sein de l'organisation. Cela va de l'annuaire des collaborateurs ou des procédures à suivre pour réserver une salle, par exemple, de réunion directement depuis l'agenda utilisé dans l'entreprise jusqu'aux procédures de construction de devis et de suivi commercial et financier. Derrière cela, il y a une logique d'interconnexion des outils visant à faciliter la communication entre acteurs de l'entreprise,
ainsi que le reporting. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise, les process mis en place auxquels on doit se conformer sont généralement liés au SI. Des systèmes appelés ERP pour Enterprise Resource Planning ou logiciel de gestion intégré en français sont souvent le support de systèmes d'information dans les grandes entreprises. On peut ainsi rencontrer en tant qu'utilisateur des solutions comme Sage ou Dynamics pour Microsoft. Le système d'information désigne aussi le socle technique qui permet à l'ensemble de fonctionner. On retrouvera là tous les équipements informatiques de l'entreprise, des ordinateurs portables aux serveurs en passant par le réseau interne partagé. Le système d'information d'une organisation est généralement piloté par la DSI, Direction des systèmes d'information. En tant que responsable du socle technique, elle aura souvent un rôle important à jouer dans la définition, le suivi et l'entretien des solutions digitales développées dans le cadre du projet. La DSI apportera son soutien au projet, technique en particulier, mais elle pourra aussi imposer des contraintes fortes telles que le choix d'une solution technique ou de sécurisation de données. Donc, on va rester sur un exemple. Donc, cette fois, c'est Hypertech, la société. Donc, c'est toujours fictif. Je ne connais aucune société comme ça. Si ça existe, c'est une pure coïncidence. La société, donc Hypertech, fabrique du matériel hi-fi haut de gamme et souhaite se doter d'un nouveau système web et site web notamment à destination de ses revendeurs et du grand public. Pour les revendeurs, elle a besoin de proposer via le site un accès permanent aux produits disponibles et tout particulièrement la documentation technique concernant les nouveaux produits. Le service en charge de ce projet n'aura pas le temps de mettre le site à jour manuellement. Il souhaite donc que la base de documentation en ligne soit en permanence actualisée. La DSI indiquera que toutes les brochures techniques sont normalisées au format PDF. C'est idéal car facilement lisible depuis le navigateur web lorsqu'un nouveau produit est disponible. Sa documentation technique est déjà déposée par les ingénieurs dans un espace stockage qui est spécifique sur le réseau interne de l'entreprise. La DSI fera le nécessaire pour que ces documentations nouvelles soient copiées automatiquement sur un espace public accessible dans le web. La nomenclature utilisée dans le nom de fichier PDF permettra, grâce au numéro unique de référence qu'il contient, par exemple, on peut dire un type HT-MC170-eben-documentation.pdf. Voilà, c'est un exemple. Et ça permet d'associer automatiquement la documentation à la présentation du produit sur le site. Ainsi, en s'appuyant sur le système d'information en place et avec le concours de la DSI, le site web proposera un espace documentation technique qui est en permanence mis à jour. Ce qui donne que dans notre étude d'opportunité, on va s'attacher à bien identifier le système d'information de l'organisation. Idéalement, le document démontrera comment le SI en place peut faciliter le déroulement du projet ou comment le résultat du projet pourra contribuer à améliorer le système d'information en place. L'analyse du système d'information va nous aider à faire émerger des contraintes spécifiques auxquelles le projet devra se plier, tant lors du déroulement que durant la phase de résultat du projet. Identifier donc les parties prenantes. Si un projet se mène la plupart du temps en équipe, sa portée ne sera jamais limitée à ceux qui vont le réaliser et à ceux qui, in fine, utiliseront le résultat du projet. L'étude d'opportunité doit également mentionner l'ensemble des parties prenantes. Pour tout projet, le chef de projet devra souvent gérer des contraintes qui sont liées à l'acceptation du projet, par la globalité de la structure dans laquelle il exerce ses fonctions. Tout projet implique la concrétisation de quelque chose de nouveau et de résistances naturelles émergeront probablement. Au-delà du pilotage quotidien, le chef de projet devra alors
initier ou accompagner tout du moins une stratégie de conduite de changement, notamment par l'implication et la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Une partie prenante sera toute personne, tout groupe de personnes, ou même toute organisation concernée par le déroulement du projet ou par son résultat. Elle pourra faire partie de l'organisation du projet ou tout simplement être impactée, ça peut être positif ou négatif, par le projet. Une partie prenante peut donc être interne ou externe à l'équipe de projet. En début de projet, on peut avoir de l'intérêt à connaître les parties prenantes afin de pouvoir s'appuyer dessus sur celles qui pourront aider à la réalisation et identifier des moyens d'action contre celles qui peuvent avoir un impact négatif sur le déroulement de notre projet. Dans les deux cas, il sera utile de pouvoir déterminer leur niveau d'influence sur le projet. Une bonne manière de représenter l'ensemble des parties prenantes, c'est de construire une matrice d'intérêt-pouvoir. Cette matrice va aider à se positionner et à positionner tous les acteurs selon leur degré pour lesquels et selon leur capacité d'action ou influence sur celui-ci, comme on peut le voir à droite. Donc là, pour chacun, on va définir l'intérêt et le pouvoir sur une échelle, par exemple allant de très faible à très élevé. Cette définition peut être, pour être exact, elle sera en fonction des informations qu'on va collecter et du ressenti. C'est pour cela qu'il faut être utile à la construction et des commanditaires. Donc là, par exemple, on va revenir sur notre exemple avec le cas de la société Hypertech, le fabricant de matériel IFI. Au-delà de l'équipe projet elle-même, on peut identifier parmi les parties prenantes les petits revenus, intérêt élevé, pouvoir faible, les grandes distributions, intérêt moyen, pouvoir élevé, les consommateurs, intérêt moyen, pouvoir très faible, les ingénieurs qui produisent les documentations, intérêt faible, pouvoir moyen, la DSI, intérêt faible, c'est un surcroît de travail pour elle, pouvoir très élevé, etc., etc., etc. Donc là, comme on peut le voir dans l'illustration, on a positionné les acteurs qui sont classiques d'une équipe projet pour rester clair. Mais bien entendu, tout intérêt résidera dans l'identification et le positionnement des parties prenantes. C'est moins évident quand on a à définir le contexte spécifique du projet. Donc cette matrice peut aider à définir les stratégies adaptées à chacune des parties prenantes du projet. Donc je vous laisse quelques minutes pour l'observer car c'est quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, on va passer à la suite. Ce qu'il faut avoir, c'est un intérêt et pouvoir faible à surveiller. Cette partie prenante ne sera généralement pas très impactée par le projet, mais elles seront nécessairement concernées d'une façon ou d'une autre. Elles sont donc à surveiller, car leur degré d'influence sur le projet peut évoluer au cours du temps. On a l'intérêt faible et pouvoir élevé, donc à satisfaire ou à contrer. Sans intérêt direct pour le projet, ces parties prenantes peuvent être malgré tout largement impactées, son déroulement ou son résultat. Généralement, on classera dans cette catégorie les sponsors ou financeurs de projets. Le projet n'est qu'un parmi d'autres. Il conviendra de leur démontrer que le projet leur apporte un bénéfice. Leur donner des gages en cours de projet permettant de satisfaire sera essentiel à son bon déroulement. A l'inverse, leur faible intérêt peut parfois se transformer en opposition ouverte contre le projet. On devrait donc contrer leur pouvoir de nuisance, par exemple en les impliquant plus dans le projet ou en l'adaptant pour tenir compte de leurs exigences. Dans l'ensemble, notre exemple Hypertech qu'on a présenté, on pourrait positionner ici la DSI. On a l'intérêt élevé et pouvoir faible, donc à informer. Pour ces parties prenantes, la communication sera fondamentale, même si elle
ont peu de pouvoir, leur intérêt pour le projet est quand même important. Il sera utile de les tenir informés des progrès du projet pour conserver leur intérêt. De plus, si leur pouvoir vient à augmenter en cours de projet, ils auront ainsi toutes les informations en main pour agir de façon positive sur le déroulement. Intérêt et pouvoir élevé à impliquer. La plupart du temps, il faut savoir que tous les membres du projet et de l'équipe projet sont positionnés dans cette catégorie. Ils ont naturellement un grand pouvoir sur son déroulement et un intérêt important à le voir réussir. Mais il peut aussi s'agir de parties et de partenaires importants, comme des partenaires technologiques, qui ne vont intervenir que sur une toute petite partie seulement du projet. Toutes les parties prenantes qu'on va positionner dans cette section de la matrice seront invitées à collaborer activement au déroulement du projet. Une fois réalisée pour l'étude d'opportunité, cette matrice n'a pas vocation à être oubliée. L'intérêt pour le projet, le pouvoir d'être partie prenante pourront évoluer au cours du projet. Il conviendra alors d'adapter sa stratégie. Connaître le marché, donc l'étude documentaire, si votre projet va consister en la création d'une activité économique nouvelle, comme par exemple la création d'une société ou le lancement d'un nouveau produit, l'étude de marché constituera une part vraiment importante de l'étude d'opportunité. En effet, il faut savoir que si la suite de l'analyse du marché, vous constaterez qu'il sera extrêmement complexe de vous faire une place. Mieux vaudra adapter votre idée de départ ou au contraire, votre analyse légitimera complètement votre proposition. Dans le cadre d'un projet qui est digital, une étude de marché complète n'est pas nécessairement utile, car c'est un outil avant tout qui est marketing. En revanche, afin de bien adapter votre réalisation au contexte réel dans lequel elle sera exploitée, la connaissance de votre marché cible reste incontournable. Il faut connaître les acteurs déjà présents sur ce marché. Ça aidera à définir la stratégie globale, mais aussi à vous inspirer. La prise en compte des évolutions du marché à court et moyen terme sera également précieuse pour réaliser un projet durable. Pour réaliser cet état des lieux, on peut se baser sur deux approches, l'étude documentaire et l'étude de terrain. L'étude documentaire, c'est rechercher et compiler le maximum d'informations disponibles sur le secteur concerné par votre projet. Beaucoup d'études existent déjà en ligne. On peut facilement trouver des informations et des chiffres clés sur le marché sur lequel on voudrait faire notre projet et lui faire prendre place. On peut également se baser sur des articles, des magazines, des infographies, etc. Pour des informations donc complémentaires sur le contexte dans lequel on a notre projet qui va prendre place, on peut consulter des sources en ligne comme l'INSEE. Donc INSEE.fr, ça peut donner des données génériques et des statistiques. BPI France, Xerfi pour un grand nombre d'études de marché par secteur. Alors les contenus sont payants, mais ça peut guider la recherche et ça peut être très intéressant. Il faut noter que plusieurs bibliothèques, BNF, bibliothèques universitaires, etc., proposent un accès à cette base. Kern, pour un grand nombre de revues spécialisées. Il faut aussi s'intéresser également aux fédérations et syndicats professionnels, aux instituts d'études comme Nielsen, IFOP, UFC, etc., aux publications des chambres consulaires, etc., etc., etc. Les sources possibles sont vraiment très nombreuses et infinies. Vous trouverez forcément votre bonheur.
Pour bien aborder votre étude documentaire, vous devez identifier, selon la nature de votre projet, quelles informations seront pertinentes parmi les sommes d'informations disponibles en ligne, quels types vous seront utiles et permettront, car on est dans une étude d'opportunité, de valider l'existence du projet. Définir quelques questions cadres aidera à guider votre étude. Dans notre exemple, toujours donc Tartampion, Madame Tartampion a probablement déjà réalisé une étude de marché avant de proposer son chewing-gum inusable. Mais ici, il ne s'agit pas de valider s'il y a de la place pour un nouvel acteur dans le marché de pâte à mâcher, mais de valider sa pertinence de la réalisation d'un site web et, in fine, de démontrer ou d'infirmer que ce support permettra d'atteindre les objectifs identifiés au début de l'étude. On cherchera donc à rassembler des informations de contexte qui vont dans ce sens. On a des questions qui sont préalables, qu'on peut poser. Ça pourrait être par exemple, quels sont les acteurs principaux du marché de pâte à mâcher? Quelles sont les grandes catégories de chewing-gum proposées à la vente? Quels sont les dispositifs de communication de ces acteurs, en particulier sur le digital? Quel est l'état du marché de la commande de produits alimentaires en ligne? De manière vaste comme très précise sur le chewing-gum. Quelle est son évolution? Qui sont les consommateurs de ce marché? Est-ce qu'il existe des études sur leur comportement? Etc., etc., etc. Il faut savoir donc que tous les éléments que on a et qu'on collecte dans notre étude documentaire devront être sourcés, bien sûr. Il faut indiquer systématiquement l'origine des informations qu'on a collectées pour démontrer que c'est crédible. Et il ne faut pas oublier la date de la ressource qu'on cite. Une information datant de plus de 5 ou 6 ans n'est probablement pas assez fiable à l'heure actuelle. Votre étude va s'attacher à préciser l'offre concurrent, les solutions existantes, est-ce qu'elles sont regroupées en catégories identifiables, etc. Comme par exemple la demande, quels consommateurs, quels utilisateurs, quelles sont leurs habitudes et comportements, comment est-ce qu'on décrit et regroupe cela, etc., etc., etc. Maintenant, on fait une étude de terrain. On va aborder l'étude de terrain pour compléter nos connaissances de marché. On peut la conduire sur 2 axes qui sont complémentaires. Études quantitatives, qui vont donner une vision globale ainsi que de grands principes, et l'étude qualitative, qui va nous aider à préciser le besoin et les attentes des consommateurs et des utilisateurs. Car si on a déjà défini les objectifs, le résultat du projet devra satisfaire ceux qui en attendent les utilisateurs pour être viable. Maintenant, l'étude quantitative. Dans une étude quantitative, on cherche à obtenir des informations auprès des consommateurs. Pour nous, c'est des utilisateurs qui sont potentiels. On aura identifié des profils sur la base de recherche documentaire, ce qui nous permettra de sélectionner un échantillon qui est cohérent de répondants. Il s'agit là de privilégier la quantité à la qualité. On cherchera à mettre en évidence des tendances. C'est pour cela que plus le nombre de répondants sera élevé, plus l'étude sera pertinente. Ces grandes tendances viendront confirmer ou alors au contraire infirmer les hypothèses initiales qui sont posées à l'origine du projet. Cette étude est généralement menée par le biais de questionnaires d'enquête qui sont largement diffusés. On a des outils gratuits tels que Google Forms qui permettent de réaliser facilement un questionnaire. On utilise pour cela le moyen de les diffuser le plus simple, c'est les réseaux sociaux qui sont fréquentés par des cibles, les chaînes de vidéos en ligne, les réseaux sociaux de communauté d'intérêt ou de pratiques via des forums spécialisés. On va chercher à trouver des réponses aux questions soulevées par les informations collectées dans les études documentaires. Le nombre de questions doit être quand même limité. Au-delà de 15 questions, on peut diminuer les chances de rassembler des formulaires entièrement complétés, parce que ça risque d'agacer l'utilisateur. Dans notre exemple toujours, Tartampion, l'étude de terrain
quantitative pourrait par exemple prendre la forme d'un questionnaire en ligne diffusé sur Facebook et Twitter. Dans ce questionnaire, on pourrait trouver des questions du type « Consommez-vous du chewing-gum ?» Oui, non. Et ça bloque. Sur quels critères choisissez-vous vos chewing-gums? Réponse au livre ou proposez un type le format, stick, tablette, dragée, etc. Les saveurs, la texture, la durabilité du goût, etc. À quelle fréquence est-ce que vous achetez des paquets de chewing-gum? Où achetez-vous vos chewing-gums? Avez-vous déjà effectué des achats alimentaires en ligne? En livraison, en drive, etc. Achèteriez-vous des chewing-gums en ligne? Selon vous, est-ce que vous seriez intéressé par un abonnement vous permettant de recevoir régulièrement chez vous vos chewing-gums préférés? Et on peut en poser plein d'autres, bien sûr. Maintenant, parlons de l'étude qualitative. De son côté, l'étude qualitative s'oriente sur les motivations et les freins rencontrés par les utilisateurs. Elle n'a que valeur de témoignage, puisqu'elle s'adresse à un nombre restreint d'individus. Mais elle va aider à mettre en lumière les raisons de tel ou tel comportement. Cette étude sera menée sur la base d'entretiens qui sont individuels ou en tout petit groupe. Les participants pourront être sélectionnés parmi les répondants à l'étude quantitative. Alors, il faut savoir qu'il y a une variante possible aux entretiens traditionnels qui peut être le micro-trottoir. On peut réaliser facilement un simple smartphone à la main et préparer quelques questions. Certaines reprises des questionnaires quantitatifs, d'autres plus précises, surtout plus ouvertes. L'objectif, c'est de collecter les témoignages. On filme les entretiens, on peut incarner les problématiques qu'on a détectées et donner corps aux difficultés actuelles et aux attentes. On peut inclure et mettre en avant des citations dans l'étude d'opportunité et même des courts extraits vidéo dans le support de présentation de notre étude. C'est un outil de conviction qui est assez puissant. L'étude de terrain doit mettre en évidence des points problématiques particuliers ou des attentes qui sont fortes que le résultat du projet cherchera à satisfaire. Le volet quantitatif dessinera de grandes tendances à comparer avec certains plans de l'étude documentaire. Le volet qualitatif, quant à lui, va permettre d'illustrer secrètement la légitimité du projet. Maintenant, il faut savoir incarner les cibles et qualifier les utilisateurs. Donc, à ce stade de notre étude d'opportunité, on sait déjà qu'une grande partie du chemin est fait. On a maintenant une bonne connaissance de contexte et du projet. Il reste à qualifier avec plus de précision nos futurs utilisateurs. Il s'agit ici de représenter visuellement et simplement les utilisateurs, leur profil, leurs freins et leurs aspirations. Puis, après l'étude de terrain, on dispose normalement d'informations qui sont suffisantes, représentatives, pour dégager un ou plusieurs profils types. Alors, il existe de nombreux outils qui permettent de guider dans la matérialisation de ces profils. On a par exemple les cartes d'empathie ou les personnages. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir ma vidéo à ce sujet. Les premières permettant d'alimenter les secondes. Maintenant, on va parler de la carte d'empathie. Donc ici, vous avez un exemple, mais la carte d'empathie, c'est une méthode qui est utilisée pour cartographier le comportement et les influences auxquelles sont soumis les cibles. Elle a été mise au point par Explain, spécialisée, c'est une société qui est vraiment spécialisée dans la pensée visuelle et largement présentée dans l'ouvrage Business Model, nouvelle génération d'A, Walder et Y. Pinner. Cet outil permet de représenter un segment de clientèle. Et dans notre contexte, ce sont les futurs utilisateurs du résultat de notre projet. Il sera donc utilisé pour mieux définir une proposition de valeur pour une nouvelle activité ou dans notre cas pour incarner les futurs utilisateurs et évaluer l'opportunité du projet.
Donc, tout l'intérêt de cet outil, c'est sa capacité à être construite de manière collaborative. Mais même seul, on peut compléter chacune des cases de la carte en attachant et en renseignant les habitudes, les influences, les buts personnels, les comportements qui ont été observés. Cela va aider à mettre en évidence les problèmes qui sont rencontrés et les besoins à satisfaire pour nos nouveaux utilisateurs. On a plusieurs zones qui composent une carte d'empathie. Les habitudes ou ce qui est vu en 1. On va indiquer ici à quoi les utilisateurs sont exposés, quelles sont leurs références acquises par l'expérience, quels sont leurs problèmes qu'ils peuvent constater sans forcément être confrontés. Les influences ou ce qui est entendu. Ici, on précise l'entourage de la cible qui a son attention, quels sont les médias qu'elle consulte. Il est utile de savoir ce qui capte son intérêt et à quelle influence la cible est soumise. Les besoins, ce qui est pensé ou ressenti. Dans cette zone, on va préciser quelles sont les principales préoccupations de la cible, ce à quoi elle aspire, les besoins ou plutôt ce qu'elle souhaite faire. En 4, on a le comportement, ce qui est dit ou fait. On va réserver cet espace pour décrire le comportement observé chez la cible. Il faut noter qu'ils peuvent parfois être sensiblement différents de ce qu'elle exprime. Dans le cadre d'un projet digital, on peut aussi indiquer ce qu'elle exprime publiquement sur les réseaux sociaux ou intégrer des citations collectées dans notre étude de terrain. Le problème donc rencontré ou redouté en 5. On va rassembler des craintes qui sont exprimées par la cible. On précisera également les frustrations auxquelles elle est confrontée, les obstacles qui se dressent sur son chemin vers ses objectifs. On a les objectifs, ce qui est désiré. C'est cette dernière zone qui est dédiée à l'expression du besoin réel. On y apportera les attentes exprimées, mais aussi, et ce sera très utile pour la suite, les critères qui pourront et permettront à la cible d'évaluer si ses objectifs sont bien atteints. On peut être amené à réaliser plusieurs cartes d'empathie pour couvrir l'ensemble du type d'utilisateur cible du projet. Attention toutefois à ne pas démultiplier cet outil. En général, un projet digital n'adressera pas plus de 3, voire 4 types d'utilisateurs différents. Il faut veiller à faire des regroupements qui sont quand même pertinents. Maintenant, on va reparler des personas utilisateurs. Donc, les personas sont utilisés avec quelques variantes à la fois dans les études marketing et dans les phases préparatoires de la conception de l'expérience utilisateur, UX, sous forme de fiches. Un persona, c'est un individu fictif qui représente un groupe de cibles, qui permet de définir des scénarios typiques d'usage. Si l'individu est fictif, il n'est pas construit à partir de vos seules intuitions. Pour être utilisable, un persona reflètera les informations qui sont collectées au cours de l'étape précédente, l'étude documentaire, qui permettra d'identifier les caractéristiques de la demande, du marché. L'étude terrain lui donnera du corps et les informations quantitatives vont permettre d'identifier des tendances. De son côté, il faut savoir que l'étude de terrain qualitative va aider à rendre le persona plus réel pour les traits de personnalité et les citations. La carte d'empathie, elle, va aider à définir des objectifs et des freins qui sont rencontrés par des cibles. Cela va permettre au persona d'avoir une synthèse qui est crédible et des informations collectées dans l'étude, qui va permettre de valider l'opportunité du projet en démontrant l'intérêt des utilisateurs. On peut donc trouver en ligne des centaines de modèles pour réaliser des fiches persona, hein, il y en a autant qu'on le souhaite. Néanmoins, ici je vous en présente une. C'est à vous de trouver celle qui vous correspond, vous en trouverez sur Canva, etc. Mais il faut bien garder à l'esprit que toutes les informations qu'on y indique proviendront de recherches qui sont préalables. Donc ici en 1,
on a le nom de notre persona. Donc, pour faciliter l'incarnation, on donne toujours un nom à nos personas. Mais c'est un nom qui est inventé, bien sûr. Ce n'est pas anecdotique, cela vous permettra de le comprendre plus facilement et de pouvoir en parler sans ambiguïté. Évitez de l'appeler A01. A01, bon, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donnez-lui un nom, par exemple, Pierre Bordenave, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez, votre persona. Donc, c'est un caractère, entre guillemets, un peu officiel, même si vous l'inventez totalement, le persona. Une représentation visuelle. On va toujours, pour pouvoir se projeter, il est important de matérialiser le persona. On va utiliser un dessin, même si possible, préférez une photo réaliste et crédible. On va utiliser un personnage connu. Il sera plus compliqué de prendre une incarnation au sérieux. Donc là, pour le coup, je vous conseille de prendre une personne que vous trouverez sur un site d'image libre de droit, toujours. Alors, si vous prenez, comme je l'ai dit, quelqu'un de connu, ça sera difficile de prendre au sérieux. Mais si vous prenez quelqu'un d'inconnu et que vous tapez femme sur un site d'image libre de droit, vous prenez la première femme venue, ça fait très bien l'affaire. Les informations démographiques. On va préciser ici les caractéristiques qui vont représenter le groupe d'individus ainsi qu'on souhaite incarner. On va y retrouver l'âge, ou alors la tranche d'âge, mais je vous conseille d'être un peu précis quand même, la catégorie socio-professionnelle, le lieu de vie, etc. Ce sont des informations qui proviendront de l'étude de marché et en particulier de la description de la demande obtenue grâce à votre étude documentaire. On va sélectionner ces informations selon ce qui pourrait être utile dans le cadre du projet. Il sera intéressant aussi d'utiliser un archétype pour caractériser ce type de cible. On a la citation 4. C'est essentiel pour illustrer les objectifs et les difficultés rencontrées par la cible. Cette citation doit, de manière idéale, provenir d'entretiens qu'on a menés dans l'étude de terrain qualitative. Ça donnera du crédit au persona et ça permettra de le mettre en lumière avec son objectif principal. En 5, on a le profil type. Donc lui, cette partie-là, ça va indiquer des traits de personnalité spécifiques, mais aussi l'équipement dont dispose ce groupe de cibles et son niveau de maturité digitale. Ce sont des informations essentielles dans le cadre de notre projet qui est numérique. On a également sa source d'information digitale. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui en général est oublié. Cette zone va permettre de vérifier en fonction de la nature du projet. Il s'agit ici de mettre en évidence les sources d'influence auxquelles le personnage sera soumis. Sur un projet, on peut indiquer à titre d'information, par exemple la presse, les médias spécifiques, des groupes d'influence identifiés, etc. Cette section fait écho à la zone influence. La carte empathie, elle pourra vous aider à identifier les points de contact potentiels. Par exemple, les réseaux sociaux. Il utilise Facebook, très bien. Mais par contre, il faut spécifier combien d'heures il va passer sur Facebook, par jour, par semaine, etc. Ensuite, en 7, on a les problèmes et freins. On va rassembler ici tous les freins qui sont relevés lors de l'étude de terrain. Ces difficultés seront probablement propres à un groupe d'individus que la fiche persona représente. On a le besoin en 8. Ici, on va représenter et spécifier le besoin réel qui devra satisfaire le persona. C'est un moyen d'identifier ses buts principaux. Attention dans la formulation à bien rester cohérent avec la nature du projet. C'est pas la peine d'indiquer que le persona a besoin de faire une activité physique régulière si le projet porte sur la réalisation d'un intranet comptable professionnel. Aucun lien, pas d'intérêt. On a les objectifs. Ils correspondent aux actions qui sont concrètes, que le groupe d'utilisateurs cherche à réaliser. Donc, c'est quelque chose d'important. En 10, on a les critères de décision. On va regrouper les critères qui semblent importants pour le futur utilisateur et donc les collecter ici, encore lors de l'étude de terrain. C'est important et pertinent de reprendre les principaux critères identifiés et matérialisés comme chaque groupe cible est sensible. On peut, bien entendu, modifier la structure de fiche persona pour faire correspondre aux caractéristiques du projet.
il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de démontrer l'intérêt du projet qu'on souhaite mener. Donc voici un exemple de persona pour Tartampion. Toutes les informations sont fictives. Donc ici, on poursuit donc avec cet exemple. Et comme on peut le voir, on a complété un peu la structure du persona. Donc on voit qu'on a Raoul, qui a, donc je vous dis les informations, parce que c'est un peu petit, mais il a 27 ans, il est agent d'accueil, en couple, pacsé, en ville, donc voilà, on a l'information de la ville. Son archétype, il est tête en l'air. Sa phrase type, c'est ça me saoule, enfin franchement, ça me saoule de sortir pour acheter des chewing-gums. Je les oublie tout le temps quand je fais les courses. Donc, ses besoins, trouver des chewing-gums facilement, ne pas oublier ce qu'il a acheté, pouvoir commander facilement. Son objectif, donc acheter en ligne, se faire livrer à domicile sans y penser, donc avoir une commande automatique, être informé des nouveautés, etc. Donc, on a plein d'informations sur lui. On peut également, selon la complexité du projet et le temps dont on dispose, utiliser les cartes d'empathie seulement les personas ou bien les deux. Mais il faut garder en tête l'utilité principale de chaque outil. La carte d'empathie aide à mieux connaître les cibles, les personas aident à les présenter. Donc maintenant, on va faire une synthèse de l'étude par un SWOT. Donc le SWOT, c'est quoi? C'est une méthode d'analyse stratégique de l'environnement du projet, qu'on connaisse ou pas. Et ça peut être déjà si on a abordé le marketing ou l'entrepreneuriat. SWOT, c'est l'acronyme de Strength, Force, Weakness, Faiblesse, Opportunities, Opportunité et Threat, Menace. Ça permet d'avoir une vision globale du projet et de son environnement, en tenant compte bien sûr des facteurs internes, force et faiblesse, et externes, opportunités et menaces. On va commencer par lister toutes les contraintes. Donc on prépare bien notre SWOT et on va devoir avoir une version limpide des contraintes qu'on doit prendre en compte. Une contrainte, c'est un facteur qui est susceptible de limiter les performances de notre futur projet. D'après BPI France, une contrainte peut être une exigence qui est imposée, un élément de vulnérabilité comme un manque de ressources ou encore un danger latent comme l'éventualité de reprise du concept par un acteur qui est déjà installé. Donc, voici ce qu'on doit lister. Donc, les contraintes liées au projet lui-même. Est-ce qu'on maîtrise l'ensemble des processus qui seront mobilisés durant le projet? Ou sont-ils imposés par l'organisation? Est-ce qu'on a le pouvoir de décision nécessaire? Le déroulement du projet, est-ce qu'il va impacter d'autres services ou d'autres personnes qui ne sont pas concernées par son résultat? Le projet, est-ce qu'il va impliquer des changements importants dans l'organisation? Est-ce qu'on va être soumis à des choix technologiques spécifiques, etc., etc., etc. L'analyse des parties prenantes qu'on va réaliser en amont, est-ce que ça va nous aider à renseigner cette catégorie? Les contraintes techniques peuvent aussi devenir très limitantes dans le cadre du projet digital. Les contraintes liées aux ressources. Est-ce qu'on dispose d'un budget limité pour mener à bien notre projet? Les délais, est-ce qu'ils sont imposés? Et est-ce qu'ils sont adaptés à la nature du projet? Est-ce qu'on dispose de compétences nécessaires en interne ou est-ce qu'on doit externaliser la réalisation du projet? Est-ce qu'on doit recruter des profils essentiels à la réussite du projet? Dans ce cas, les délais de recrutement peuvent être incompatibles avec le calendrier du projet et on devrait acquérir du matériel et des logiciels spécifiques. Donc ici, l'objectif sera de s'assurer qu'on dispose de l'ensemble des moyens nécessaires pour conduire le projet. Les contraintes liées au marché, donc avec l'étude de marché, donc documentaire et terrain, est-ce qu'on aura vraiment et probablement fait émerger quelques contraintes auxquelles on devrait faire face ou pas? On devrait aussi identifier du côté de l'offre et de la demande, ce dont on a besoin. Le marché dans lequel le résultat de projet prendra place est-il en croissance, en déclin? Est-il ouvert aux nouveaux entrants
ou est-ce qu'il est saturé? Est-il générateur de beaucoup de valeur? Est-ce un marché nouveau? Les comportements des futurs utilisateurs sont-ils un frein à l'utilisation du projet? Est-ce que ça peut influencer son déroulement? Leur taux d'engagement, est-ce que c'est suffisant? On a également les contraintes légales. Les contraintes légales pourront influencer le projet. Par exemple, quelle réglementation en vigueur est susceptible d'affecter le déroulement du projet ou l'exploitation de son résultat? On a les autorisations. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Les délais administratifs sont-ils imposés? Est-ce qu'on a des obligations qui sont relatives au traitement des données transmises par les utilisateurs? Est-ce qu'il existe des règles locales à respecter? Quelles sont les évolutions qui sont envisagées dans la réglementation? Donc, il faut prendre en compte l'application du RGPD, Règlement général sur la protection des données. C'est un bon exemple de contrainte légale à appréhender dans le cadre du projet digital. Ça implique, par exemple, la possibilité pour un utilisateur de télécharger l'ensemble des données concernant un format exploitable permettant la portabilité vers un autre service. Dans le cadre, par exemple, d'un projet e-commerce, d'autres obligations encore sont à considérer puisqu'un opérateur pratiquant la vente en ligne est soumis aux mêmes obligations que n'importe quel vendeur à distance. À titre d'exemple, les étapes de validation de commande sont imposées par la loi. Pouvoir visualiser les détails de commande et son prix total. Donner la possibilité à l'utilisateur de corriger ses erreurs. Confirmation de la commande. Il faut savoir que cette analyse de contraintes va aider également à identifier en creux les facteurs positifs qui pourront influencer le déroulement du projet ou son résultat. Il faut noter qu'un outil comme Pestel peut également être utilisé pour guider le résultat et la réalisation du SWOT. C'est encore un acronyme qui permet de mémoriser les différents axes d'études: politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et légal. Il vous suffit et il vous aide à identifier l'influence de tous ces domaines sur le projet, que cette influence soit positive ou négative. Plus complet, cet outil nécessite plus de temps de recherche et de réflexion. Attention, selon l'ampleur du projet, cette étude exhaustive ne sera pas toujours nécessaire. Pour réaliser la matrice SWOT, dans le contexte qu'on a, on va orienter le SWOT pour pouvoir l'appliquer à nos projets. On cherchera à identifier tout ce qui permet de faciliter le succès du projet et au contraire, ce qui pourrait nuire à son déroulement. Ainsi, si le SWOT, c'est un bon moyen de résumer les recherches effectuées lors de l'étude d'opportunité, ce sera aussi une source d'information qui est très utile à analyser pour les risques, qui suivra notre phrase avant-projet. Le SWOT prend la forme d'un tableau de 4 cases et permet de façon concise de mettre les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Si on a suivi toutes les étapes précédentes, on devrait être en mesure de le compléter de manière très rapide. Donc l'importance de la conclusion, il ne faut pas oublier deux choses essentielles. Le SWOT, c'est qu'un outil de synthèse qui aide à présenter une situation à un moment donné. Le rôle du management de projet, de communication à la direction du projet, les informations nécessaires à la prise de décision. Ce serait donc une erreur de se limiter à la présentation d'une matrice SWOT seulement, sans tirer de conclusions exploitables. C'est pour cela qu'on doit rédiger une conclusion qui présentera des pistes d'exploitation de votre étude d'opportunité. Une fois l'ensemble des forces, faiblesses, menaces et opportunités liées à la matrice, on peut aborder une série de questionnements croisés. Ces questionnements vont aider à définir les jeux de compensation possibles entre les différents éléments positifs et négatifs, susceptibles d'influencer le déroulement du projet. Ici, sur la gauche, on a un tableau qui pourrait guider les questionnements. Donc, des réponses à ces questions, on peut en tirer des pistes qui permettent de légitimer l'existence du projet ou au contraire déterminer que les conditions ne sont pas favorables pour le mener à bien.
Donc, concernant la revue d'opportunité, on connaît maintenant l'environnement du projet sur le bout des doigts. Il est temps de présenter l'étude d'opportunité. Cette réunion, en présence des décideurs et des sponsors du projet, s'appelle une revue d'opportunité. On va y examiner tous les éléments spécifiques qu'on a relevés afin de prendre la décision qui s'impose. Le projet. Est-ce qu'il sera porteur de valeurs nouvelles pour l'organisation ou au contraire, est-ce le gain espéré est négligeable? On parle encore de go, no go. Ne considérez pas que le fait de refuser un projet à la suite d'une étude d'opportunité, c'est un échec. Pas du tout. C'est justement tout l'intérêt de cette étape dans le cycle de projet. Ça permet d'y réfléchir. Si le projet n'est pas validé, on a permis de mettre en évidence que sa réalisation n'est pas pertinente. Et donc, éviter une dépense inutile de temps et d'efforts. Si le projet passe cette première étape de validation, on peut alors avoir tous les éléments nécessaires à la construction du livrable suivant, la note de cadrage, qui va définir les contours. L'étude d'opportunité, c'est la première étape du cycle de projet, dès que l'émergence d'un besoin est constatée. Ça a pour objectif de valider l'intérêt et de mener à bien le projet. C'est donc important pour les décideurs d'y consacrer l'investissement nécessaire. Ça va détailler en premier lieu l'origine de la demande, afin de bien cerner le contexte interne du projet. Le besoin initial peut être formulé par les clients, par les utilisateurs actuels ou encore les décideurs, afin de mettre en œuvre une stratégie d'entreprise. Pour préciser le contexte interne, on s'attachera à décrire si le projet plutôt doit se dérouler au sein de l'organisation ou du service, donc le projet interne, ou s'il sera délégué à un tiers, projet externe. C'est une information essentielle qui aura une influence très forte sur l'organisation même du projet. L'étude d'opportunité va présenter également les objectifs qui sont stratégiques, auxquels le projet doit répondre. Ces objectifs, formalisés selon la méthode SMART, seront porteurs d'indications et d'indicateurs de performance et contribueront largement à la décision d'initier ou non le projet. Ça peut influer et influencer le déroulement du projet. Le système d'information SI de l'organisation sera également précisé. Enfin, l'analyse des parties prenantes complétera l'étude interne afin d'identifier les appuis et les opposants potentiels au bon déroulement projet. L'analyse externe, elle, va porter sur une étude de marché documentaire. Dans sa première phase, elle permettra de collecter des informations utiles, crédibles et sourcées sur le secteur concerné par le projet. Elle sera complétée par une étude de terrain, d'abord quantitative, qui sera réalisée par un échantillon suffisamment nombreux, par exemple grâce à un questionnaire, puis qualitative, par exemple sous forme d'entretien face à face. L'étude terrain qualitative sera un bon point de départ pour représenter le groupe cible sous forme de cartes d'empathie, qui mettront en évidence les problèmes rencontrés et les objectifs poursuivis. Il faut synthétiser dans une fiche persona et ainsi évaluer facilement la valeur apportée par le projet et donc juger la pertinence à le mener. Enfin, on a ce qu'on appelle une matrice SWOT qui va aider à résumer les grands traits de l'étude d'opportunité. C'est une conclusion bâtie à partir de la prise en compte des facteurs qui sont positifs et négatifs, qu'ils soient internes ou externes. Cela va aider les décideurs à valider ou à rejeter l'opportunité représentant ce projet.